soit induite par une intervention ou par une affection, l'hyperthyroïdie nécessite un traitement de substitution à vie. L'oratrice suivante et son équipe ont abordé le problème sous un autre angle en générant le premier modèle d'organoïde thyroïdien humain in vitro. Je vous laisse le soin d'accueillir cette oratrice qui a déjà été teasée par certaines personnes qui ont posé des questions. Monsieur le Président. Merci beaucoup. Donc, c'est un plaisir pour moi d'introduire Mme Costagliola-Sabine, qui a fait d'une part un premier PhD en 91 en immunologie à l'Université Marseille 2, et puis qui a fait un deuxième PhD en biologie médicale en 2000 à l'ULB. Et puis elle a incorporé l'équipe de l'IRIBHM de l'ULB, où elle a gravi tous les postes successivement pour finalement terminer comme directrice ou directeur depuis 2020. Elle a obtenu de nombreux prix nationaux et internationaux. Son domaine de recherche comprend d'une part la biologie développementale, la biologie des cellules souches et les maladies de la thyroïde, notamment le développement de la thyroïde. Et par ailleurs, last but not least, elle a été élue membre associé de notre compagnie en 2022. Je vous cède la parole. Et le titre de votre exposé, c'est les cellules souches humaines, un nouvel... Non, je me trompe. C'est les organoïdes thyroïdiens humains générés à partir de cellules souches embryonnaires pour soigner l'hypothyroïdie. Merci. Merci beaucoup pour cette introduction, merci beaucoup pour m'accueillir. En fait, c'est la troisième fois en dehors, non, c'est la deuxième fois en plus de la séance inaugurale, parce que j'ai été nommée à l'Académie, puisque j'avais eu le plaisir d'obtenir un prix par l'Académie il y a quelques années, donc c'est ma troisième intervention ici. Donc oui, je vais parler des travaux les plus récents qu'on a effectués dans mon laboratoire, qui se situe au sein de la chaîne académique de médecine. Et en fait, le travail, c'était essayer de faire un peu ce qu'a montré Brigitte, c'est-à-dire de fabriquer in vitro des petites thyroïdes humaines, dans le but, d'une part, de mieux comprendre le développement de la glande, puisqu'on n'a jamais assez d'outils pour comprendre comment un organe fonctionne, et aussi éventuellement d'avoir un outil pour essayer d'explorer des questions qui sont difficiles à explorer à l'heure actuelle avec les modèles qui existent. Donc vous êtes tous scientifiques ici, si ce n'est médecin, donc je ne vais pas faire l'offense de vous dire exactement ce qu'est la thyroïde. Donc, la thyroïde, c'est ce petit papillon que vous avez en face de la trachée, qui, grâce à l'iode qui est pompé dans la circulation sanguine, fabrique des hormones thyroïdiennes, T3 et T4. Et ces hormones thyroïdiennes vont ensuite cibler une large série de tissus au sein de votre organisme, si ce n'est tous les tissus, et donc contrôler toute une série de fonctions de base, comme le métabolisme, le battement cardiaque, votre thermogénèse, le développement de votre cerveau, de votre cortex, votre croissance, etc. Donc autant dire que quand la thyroïde fonctionne mal, tout va mal. La thyroïde, en fait, c'est on va dire, se constitue elle-même par un agrégat de ces petites structures que vous voyez ici, qui sont, qu'on appelle les follicules thyroïdiens. Donc, c'est un organe assez simple au sens où il est constitué d'un seul type cellulaire, qui sont ce qu'on appelle les cellules folliculaires thyroïdiennes, ou thyrocytes, qui sont eux-mêmes très spécialisés, mais c'est un monoépithélium qui fabrique ces petites boules creuses dans lesquelles va s'accumuler ce qu'on appelle la colloïde, qui contient une protéine très importante qui est la thyroglobuline, qui va servir de matrice à la synthèse des hormones thyroïdiennes. Donc en fait, chaque follicule est en soi un petit organe fonctionnel, et c'est uniquement l'agrégat de plusieurs follicules qui fait que vous allez avoir un organe suffisamment efficace pour produire la quantité nécessaire d'hormones thyroïdiennes. Mais donc on peut étudier chaque follicule de manière indépendante. Alors évidemment, quand la thyroïde fonctionne mal, il y a plusieurs on va dire, pathologies associées à un dysfonctionnement thyroïdien. On va les classer en deux grandes catégories. Le premier est, elle fabrique trop d'hormones, pour une raison ou une autre. Par exemple, si vous avez un des gènes importants dans la synthèse qui se met
à dysfonctionner et à fonctionner de manière autonome, vous allez fabriquer trop d'hormones, ce qu'on appelle l'hyperthyroïdie. Et puis l'inverse, c'est quand elle ne fabrique pas assez d'hormones, de nouveau, pour des raisons génétiques par exemple, parce que vous avez un gène qui est important dans la synthèse et qui ne fonctionne plus, ou alors pour des raisons d'accès à l'iode, si vous n'arrivez pas à avoir suffisamment d'iode, évidemment vous allez être hypothyroïdien. Et puis il y a une situation qui me fascine depuis longtemps, c'est ce qu'on appelle l'hypothyroïdie congénitale. Donc là, c'est une situation en fait où dès la naissance, on a un dysfonctionnement thyroïdien. Alors ce dysfonctionnement peut être dû à deux raisons majeures, soit parce qu'on a ce qu'on appelle une dyshormonogénèse, c'est-à-dire que la thyroïde est formée, elle est en place. Si vous regardez le fœtus, vous voyez que la thyroïde est là, mais elle ne fonctionne pas bien, très souvent parce qu'un des acteurs de la synthèse est muté, altéré, et donc la thyroïde n'est pas capable de fabriquer des hormones thyroïdiennes. Et ça représente à peu près 15% des situations. Et en fait, dans 85% des situations, c'est ce qu'on appelle des dygénésies, c'est-à-dire que vous avez une thyroïde qui est soit mal formée, trop petite par exemple, hypoplasique, soit une thyroïde carrément absente, donc on la détecte pas, on a beau faire des scintigraphies, des échographies, on ne voit pas de tissu thyroïdien. Soit, dans un certain nombre de cas, ce qu'on appelle les thyroïdes ectopiques, c'est-à-dire au lieu d'avoir le petit papillon dans votre trachée, vous avez un petit résidu thyroïdien qui se retrouve par exemple en dessous de la langue, ou même parfois même en intracardiaque. Mais donc dans 85% des cas, on a ce qu'on appelle des dygénésies. Ça fait très longtemps que ces dygénésies sont étudiées. On essaie de chercher des mutations dans certains gènes dont on sait qu'ils sont importants pour la formation de la thyroïde. On explique un certain nombre de cas, mais très peu de cas, on va dire environ 10% des cas, dans la très grande majorité des dygénésies, on n'a pas d'explication. Cette anomalie de développement, on ne sait pas si c'est dû à un problème génétique, on ne sait pas si c'est dû à un problème épigénétique, on ne sait pas si c'est dû à une altération d'un événement durant l'embryologie, et donc il y a un grand champ de recherche qui reste présent, et d'autant plus présent que ça touche quand même un enfant sur 4000 à peu près, donc c'est pas négligeable du tout, et donc c'est un vrai problème de santé publique. Et donc, pour étudier ces pathologies thyroïdiennes, et en particulier cette situation d'hypothyroïdie congénitale, on avait besoin d'un modèle qu'on puisse manipuler facilement, autre que la souris, et lui-même, évidemment, on ne peut pas faire énormément de choses, et donc on a basculé il y a quelques années vers ce nouveaux outils qui sont les organoïdes. Donc je ne vais pas revenir sur ce que sont les organoïdes, Brigitte a très bien expliqué, mais disons que grossièrement ce sont des mini-organes in vitro dans une boîte de pétri qui sont capables de récapituler la fonction de l'organe tel qu'il est dans l'organisme. En l'occurrence, si on veut faire une thyroïde, on espère manipuler les cellules de telle manière qu'au bout d'un certain temps, on a dans la boîte de pétri des follicules capables de produire des hormones thyroïdiennes. On considère que si on a des follicules capables de produire des hormones thyroïdiennes, on a l'équivalent d'une thyroïde fonctionnelle. Et donc c'est ce que nous avons fait. Nous avons initié ce travail il y a une dizaine d'années maintenant, où on est parti de cellules pluripotentes et on a essayé de mettre au point un protocole pour les transformer progressivement en follicules thyroïdiens. Ici, c'est une diagramme qui récapitule un peu ce qui est connu du développement thyroïdien. Donc, le développement thyroïdien, que ce soit chez l'homme, chez la souris, et même d'ailleurs chez les espèces d'autres vertébrés comme le poisson, peut être récapitulé à un certain nombre d'étapes qui sont assez stéréotypées. C'est un organe qui dérive de l'endoderme, contrairement aux organes précédents qui dérivent de l'ectoderme. Donc, c'est un organe qui dérive de l'endoderme. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'au bout d'un moment, en l'occurrence au bout d'une période gestationnelle, enfin de 20 jours post-fertilisation chez l'humain ou 8 à 9 jours chez la souris, on a certaines cellules de l'endoderme qui commencent à acquérir une identité, c'est-à-dire qu'on arrive à détecter certains marqueurs comme les facteurs de transcription NKX, PAX et FOX1 par exemple, dans un petit groupe de cellules qui sont ce qu'on appelle le bourgeon, qui va progressivement devenir la thyroïde. Au bout de
d'un certain temps, on a ce qu'on appelle l'étape de bourgeonnement. Donc, c'est-à-dire que ce groupe de cellules commence à sortir de cette couche de l'endoderme pour fabriquer un bourgeon que l'on peut visualiser si on fait des coupes à ce moment-là dans cette région du pharynx. Puis progressivement, on a une étape de prolifération, c'est-à-dire que ce bourgeon augmente en taille, se sépare complètement de l'endoderme pour acquérir sa forme, par exemple, on va dire bilobée chez le mammifère. Puis plus tard, on voit ce qu'on appelle la folliculogénèse, c'est-à-dire qu'on voit vraiment les cellules s'organiser pour former des follicules et commencer à se spécialiser de plus en plus. Et enfin, on observe cette forme en papillon caractéristique des mammifères avec une thyroïde complètement fonctionnelle, à peu près à jour 16 chez la souris et à peu près à jour 70 chez l'humain. Alors, on a ces facteurs de transcription qui sont exprimés depuis le tout début de l'embryogenèse de la thyroïde, puisque dès l'étape de spécification, on peut les détecter, et ils se maintiennent tout au long du développement thyroïdien, et ils sont toujours là chez la thyroïde adulte. Dans les premières étapes du développement, ils jouent vraiment un rôle de gènes développementaux, c'est-à-dire que si on les invalide, on n'a pas de thyroïde. Et chez les patients chez qui on trouve des mutations dans ces gènes, on a effectivement une hypoplasie ou une agénésie thyroïdienne. Et puis plus tard, ces mêmes gènes contrôlent l'expression de gènes qui, eux, sont importants pour la synthèse des hormones thyroïdiennes, comme le récepteur TSH, la peroxydase de la thyroglobine. Donc, ils ont un double rôle. Un premier rôle qui est un rôle développemental, et puis plus tard, un rôle pour maintenir la fonction de la thyroïde. Et donc, on a eu cette idée un peu simple, un peu trop simple. Je pensais qu'elle était trop simple au début, puis ça s'est avéré que non. Et donc, l'idée c'était, si on prend des cellules souches, donc des cellules souches pluripotentes capables de donner potentiellement n'importe quel tissu, et si on force l'expression de deux de ces facteurs de transcription, c'est-à-dire si artificiellement on manipule ces cellules pour obliger ces facteurs à s'exprimer, est-ce qu'on est capable de générer des cellules thyroïdiennes? C'est ce qui s'est passé dans le premier travail qu'on a publié il y a 10 ans maintenant, où on prend des cellules souches mûries, embryonnaires, on fabrique des petits agrégats de cellules par le système des gouttes pendantes, de manière à fabriquer des corps embryoïdes qui ont été montrés dans le travail précédent. Puis on force artificiellement l'expression de ces deux facteurs de transcription pendant 3 jours. Puis on arrête cette induction artificielle, on laisse le système évoluer dans un milieu approprié, en présence d'une hormone produite par l'hypophyse dont on sait qu'elle est absolument nécessaire pour induire la prolifération et la fonction thyroïdienne. Et effectivement, c'est ce qui se passe. Au bout de 21 jours, on observe ces petites structures qui sont les follicules, en fait. Vous voyez avec les marquages des facteurs de transcription dans le noyau. Le NIS à l'extérieur, alors le NIS c'est en fait le sodium iodide symport. C'est ce transporteur qui est fondamental parce que c'est lui qui va permettre à l'iode de rentrer à l'intérieur de la cellule et d'accéder à la lumière folliculaire pour produire les hormones thyroïdiennes. Donc on a cette expression de ce symporteur au pôle basolatéral de la cellule, donc qui laisse à penser que déjà cette cellule est capable de capter l'iode de la circulation pour potentiellement faire des hormones thyroïdiennes. Et lorsqu'on analyse plus finement ces cellules, on s'aperçoit effectivement, en faisant un marquage avec un anticorps d'hormones thyroïdiennes, en l'occurrence T4, qu'on a une accumulation de T4 au sein de ces follicules. Donc potentiellement, ces follicules générés à partir de cellules souches sont tout à fait capables de produire des hormones thyroïdiennes. Et donc on a continué à étudier le système pendant plusieurs années. En particulier, on a essayé de voir si on pouvait optimiser tout ça, si on pouvait fabriquer plus de follicules, éventuellement plus vite. Plus vite, on n'est pas arrivé, mais plus on peut y arriver. Et en particulier, lorsque on a pu accéder à de nouvelles techniques comme le single cell sequencing, c'est d'analyser le transcriptome de chaque cellule individuelle, on a pu éventuellement mettre le doigt sur certaines voies de signalisation qui pourraient être importantes dans la maturation des cellules et dans la capacité à produire des hormones. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a recréé une lignée où on a mis une protéine fluorescente verte, ici c'est la Venus OFP, sous contrôle d'un promoteur thyroïdien. Ce qui sous-entend que dès qu'une cellule devient une cellule thyroïdienne, elle va devenir verte.
Et donc, au cours du temps, on peut voir apparaître ces cellules vertes. Vous voyez ici, par fax, ces cellules qui se développent. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a trié ces cellules-là, et puis on a analysé le transcriptome de ces cellules. On a trié ces cellules vertes, et on a aussi conservé une certaine proportion de cellules non ouvertes, de manière à pouvoir comparer les cellules vertes avec les cellules qui, elles, ne deviennent pas des cellules thyroïdiennes. Et ça permet d'obtenir ce genre de représentation, où en fait c'est une représentation classique des analyses de transcriptome au niveau unicellulaire. Donc chaque petit point que vous avez du mal à voir les petits points parce que évidemment il y a énormément de petits points parce qu'il y a énormément de cellules analysées, représente une cellule et au sein de chaque cellule on analyse le panel de gènes. Et en fait, vous pouvez observer que ça se répartit, ce nuage de cellules, en fonction des gènes qu'elles expriment, se répartissent en deux catégories. On va voir, vous voyez ici cette représentation un peu cubique, et puis cette représentation plus arrondie. Ici, ce groupe de cellules, en fait, ce sont des cellules du type mésotherme et fibroblastes. Et puis ces cellules-là, cette partie-là, cet iceberg, on va dire, ce sont représentées des cellules thyroïdiennes. On peut séparer en plusieurs catégories. Si on regarde la partie haute de ce nuage, ce sont les cellules thyroïdiennes matures, celles qui peuvent produire des hormones. Et puis la partie plus interne, c'est les cellules thyroïdiennes immatures, ou peut-être des cellules qui sont encore au stade de progéniteur. Alors comment j'arrive à dire que ce sont des cellules thyroïdiennes matures versus immatures? Quand on analyse, on regarde précisément les gènes que ces cellules expriment, on voit, si on regarde ces représentations-là, que cette zone-là, par exemple, exprime des facteurs de transcription importants dont j'ai parlé auparavant. Donc vous voyez qu'ils expriment, la totalité du nuage exprime ces facteurs de transcription. Par contre, uniquement les cellules qui sont au pôle extrême de ce nuage expriment des marqueurs tels que la TPO, le récepteur TSH, ça c'est le gène qui code pour le NIS, et donc c'est ça qui nous laisse penser que uniquement cette région-là est une région, la proportion de cellules matures capables de produire des hormones thyroïdiennes. Donc toute la question c'était, est-ce qu'on peut forcer finalement à avoir plus de cellules matures et que faire pour avoir plus de cellules matures? Et ça, c'est en analysant la totalité de la population qu'on a exploré différentes pistes, on va dire, mais une des pistes qui nous est venue, c'était celle-ci. On s'aperçoit que ces fibroblastes, qui finalement poussent en co-culture avec ces thyrocytes, lorsqu'on fabrique ces fameux corps embryoïdes, vous avez une certaine proportion qui deviennent des thyrocytes, qui sont entourés de beaucoup de cellules qui ne sont pas des thyrocytes, parmi lesquels des fibroblastes, mais aussi par des cardiomyocytes. On s'est aperçu que cette population exprimait énormément de TGF-bêta. Et il y a des données dans la littérature qui montrent que le TGF-bêta a plutôt tendance à inhiber la maturation thyroïdienne. Et donc on s'est dit, si ces cellules qui sont présentes dans la boîte de Petri expriment beaucoup de TGF-bêta, il y aurait peut-être un intérêt à bloquer ce TGF-bêta pour favoriser l'expression de cellules matures. C'est ce qu'on a fait. On a repris notre protocole et on a simplement rajouté un inhibiteur de TGF-bêta vers la fin du protocole. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que certains gènes qui sont prépondérants pour la synthèse des hormones thyroïdiennes, comme le NIS par exemple, sont uprégulés dès l'instant où on bloque le TGF-bêta. Et cette uprégulation du NIS se traduit par une meilleure captation de l'iode. Ici, on a rajouté de l'iode radioactif dans la boîte de Petri, donc on est capable de voir la proportion qui rentre à l'intérieur de la cellule. Donc ça favorise l'uptake, qu'on appelle donc la captation, et ça favorise aussi l'organification, c'est-à-dire qu'une fois que l'iode est rentré, il est capable d'être couplé à la matrice pour former des hormones thyroïdiennes. Donc blocage du TGF-bêta potentise le système. Alors la question c'était, est-ce qu'on arrive à faire la même chose avec des thyroïdes humaines? Parce que quand même, ce qu'on veut, c'est mobiliser des pathologies humaines. Donc c'est quand même important de faire ça avec l'humain. Et tout ce que je vais vous présenter a été fait par Miller Monti, qui est chercheur dans mon labo, et qui a vraiment travaillé énormément pour arriver à obtenir ce modèle, qui a été publié très récemment, en novembre-décembre dans Nature Communication. Donc évidemment, on s'est inspiré de ce qu'on a fait chez la souris, on n'a pas essayé de réinventer quelque chose de nouveau. On s'est inspiré de ce qui a été fait chez la souris, mais on a dû quand même faire pas mal de modifications. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est on a tiré l'avantage d'une lignée de cellules souches embryonnaires humaines
qui exprime la protéine fluorescente verte au sein du locus NKX2.1. Donc ça veut dire concrètement que chaque fois que ces cellules se mettront à exprimer NKX2.1, on pourra les visualiser par un signal fluorescent vert. Et donc pour nous c'est très intéressant parce que ça nous permet de tracer et de voir apparaître ces protéines qui expriment NKX2.1 et donc qui sont potentiellement des progéniteurs thyroïdiens. Ça c'est la première chose qu'on a fait. Et puis la deuxième chose qu'on a fait, c'est venir intégrer dans ces cellules une construction qui permet d'induire ces deux facteurs, comme on avait fait chez la souris, NKX2.1 PAX, pour contrôler et pour initier ce processus de différenciation. Une fois que la lignée a été faite, on est retourné au schéma que j'ai présenté précédemment, qui est qu'est-ce qu'on connaît à l'heure actuelle du développement thyroïdien, et on a essayé de designer un protocole de différenciation qui pouvait potentiellement récapituler toutes ces étapes. Et donc on a essayé d'abord de produire un maximum d'endoderme à partir de nos cellules souches, puisqu'on sait que les cellules sont produites à partir de l'endoderme. Puis ensuite on a une étape où on force l'induction de ces facteurs pour reproduire l'étape de spécification. Ensuite on a laissé suffisamment de temps aux cellules pour se reprogrammer. Puis on a introduit une étape où on permet à ces cellules de proliférer de manière à en avoir suffisamment. Puis ensuite, on a des étapes de folliculogenèse, de maturation. Et donc, on a analysé step by step les différentes étapes. Donc, si je regarde la première étape, c'est la première étape où on force l'expression de ces deux facteurs de transcription. Ça, c'est un petit artifice où on est sur un promoteur qui est induit par la doxycycline. Donc, dès l'instant où on a de la doxycycline, on induit l'expression. Et dès l'instant où on lève la doxycycline du milieu, on arrête l'induction. Et effectivement, lorsqu'on rajoute de la doxycycline et qu'on analyse ça au jour 9, on s'aperçoit qu'on a une expression de beaucoup de gènes qui sont des marqueurs thyroïdiens. Donc, très clairement, le fait d'induire ces deux facteurs de transcription pousse l'expression de ces gènes, et on s'aperçoit que nos cellules expriment, comme on espère, et un marqueur fluorescent pour NKX et un marqueur fluorescent pour PAX, que beaucoup expriment les deux en même temps, parce que ça c'est important. Ni NKX ni PAX n'est spécifique de la thyroïde, mais la co-expression des deux est spécifique de la thyroïde. La thyroïde est la seule cellule qui exprime à la fois NKX2.1 et PAX8. Donc le système techniquement semble fonctionner. Donc ensuite, on a essayé de voir si ces cellules, lorsqu'on levait la doxycycline, lorsqu'on n'intervenait plus sur le reprogramming, si le système avait été, initié et déclenché pour que de manière totalement autonome, il puisse aller vers son destin de thyroïde. Et en fait, on s'aperçoit qu'au bout de X jours après avoir levé la dox, on maintient une expression de PAX8. Donc le fait de lever la dox du milieu ne fait pas que l'expression de PAX8 s'éteint, mais une fois qu'on a artificiellement promu cette expression, celle-ci se maintient tout au long de la différenciation. Donc, ce qui montre que le système a été initié, et ensuite on calcule le ratio NKX et PAX, et on montre que les deux gènes sont très bien exprimés. Alors, à partir de là, on sait qu'on a des progéniteurs thyroïdiens, et toute la question, c'est est-ce qu'on va arriver à les amener à terme, c'est-à-dire à les obliger à devenir vraiment des cellules capables de produire des hormones thyroïdiennes. Et donc là, on est passé par toute une étape jusqu'à jour 45, où on met de la MP cyclique dans le milieu. On sait depuis de très longues années, grâce aux travaux de Jacques Dumont et l'IVHM, que la MP cyclique, c'est la voie d'assimilation préférentielle au sein du thyrocyte pour induire et la prolifération et la différenciation des cellules. Donc on a rajouté du CMP. Puis au bout de quelques temps, on a levé les CMP, on a rajouté de la TSH, donc de la TSH produite par l'hypophyse. On est venu aussi bloquer des processus d'inflammation qu'on observe au sein de la boîte. Toujours grâce à la littérature, on sait que l'inflammation est quelque chose qui affecte le développement thyroïdien. Donc en analysant la totalité de la boîte de cellules, on voyait qu'on avait des processus inflammatoires, on s'est dit on va mettre de la dexaméthasone. Et on est venu étudier ceci jusqu'à jour 45. Vous voyez de nouveau que les cellules qui ont été induites par la DOX, on a toujours cette belle expression de NKX qui se maintient jusqu'à jour 45. Et là, de manière très intéressante, on aperçoit que progressivement, à partir du jour 38, du jour 45, on voit apparaître
tous les marqueurs qui sont des marqueurs, qui sont la signature thyroïdienne, la thyroglobuline, le récepteur TSH, la TPO, les dioxydases, etc., etc. Donc potentiellement, le traitement qu'on fait et l'intention qu'on a dessinée oriente les cellules dans la bonne direction. Alors à jour 45, on a voulu analyser vraiment en détail la qualité de ces cellules. On a donc retourné à des manips de single cell RNA-seq, c'est-à-dire de voir au sein de chaque cellule quels étaient les gènes exprimés. Et donc, ce coup-ci, ça se traduit par ce graphe, qui est l'équivalent du graphe que vous avez présenté précédemment. Donc, on a analysé la totalité des cellules présentes dans la boîte de Petri, et on arrive à observer, vous voyez dans le nuage, vous voyez trois populations, les thyrocytes sont dans ce nuage-ci, et vous voyez, selon que vous avez la couleur verte et la couleur marron, on va dire, et la couleur rouge-rose, que vous avez ce qu'on appelle des thyrocytes progéniteurs immatures et matures. Donc on a une situation où clairement on a déjà une proportion de cellules matures, mais on a une très grande proportion de cellules qui ne sont pas encore arrivées à maturation. Donc soit le protocole n'est pas optimum, soit le jour 45 n'est pas suffisant. Et pourquoi de nouveau j'appelle ça des cellules matures? Parce que quand on regarde précisément la petite partie verte de ce nuage-là, c'est là qu'on voit l'expression des marqueurs qui sont considérés comme des marqueurs de maturation des cellules thyroïdiennes. Vous voyez que la partie haute ici n'exprime pas ces marqueurs-là. Donc jour 45, on a des cellules thyroïdiennes, clairement, mais on a encore beaucoup de cellules qui ne sont pas encore arrivées à maturation, et donc il faut qu'on, de nouveau, raffine le protocole. Donc on a continué le protocole, et ce qu'on a fait ce coup-ci, c'est qu'en dehors de continuer le protocole, on a aussi tiré parti de ce qu'on avait observé chez la souris, c'est-à-dire on a venu rajouter un inhibiteur de TGF-bêta. Donc SB, c'est l'inhibiteur de TGF-bêta, en se disant que pour les mêmes raisons que chez la souris, une production de TGF-bêta pourrait venir quelque part bloquer la maturation thyroïdienne. Et alors au jour 58, ce qu'on peut observer déjà, c'est ces très jolies structures folliculaires. Donc de nouveau avec un marquage basolatéral, les facteurs de transcription à l'intérieur des noyaux cellulaires. Et ici, ce que vous observez ici, c'est des follicules où on voit s'accumuler la thyroglobuline au sein de la lumière folliculaire. Donc ça, c'est des situations in vitro. Maintenant, si j'analyse de nouveau le transcriptome de ces cellules à jour 58, je m'aperçois ce coup-ci que je n'ai plus ces progéniteurs que j'avais à jour 45, je n'ai plus que des cellules immatures et des cellules matures qui sont dans la proportion augmente, et donc clairement, j'ai clairement orienté mes cellules vers une situation optimale qui potentiellement pourrait permettre de générer suffisamment de tissus pour produire des hormones thyroïdiennes chez un animal, par exemple, qui serait hypothyroïdien. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, on a créé un modèle in vivo, on a pris des souris, on est venu détruire leur thyroïde, donc ça, tous les thyroïdiens savent très bien que c'est pas ce qui est le plus difficile à faire. Il suffit de donner des doses de joyaux radioactifs à l'animal, et au bout d'un certain temps, la thyroïde est complètement détruite. Vous pouvez l'objectiver en faisant des manips de captation ou alors en dosant les hormones thyroïdiennes dans le sang des animaux, et vous vous apercevrez que ces animaux sont hypothyroïdiens, c'est-à-dire qu'ils ne produisent plus d'hormones thyroïdiennes. Et chez les animaux hypothyroïdiens, on est venu greffer ces follicules qu'on a fabriqués, donc ces follicules humains qu'on a fabriqués in vitro, sous la capsule rénale. Alors pourquoi on fait ça sur la capsule rénale? La thyroïde a cet avantage, c'est que pour finalement faire ce qu'elle a à faire, c'est-à-dire produire des hormones thyroïdiennes qui doivent ensuite passer dans le sang circulant, peu importe où on vient la greffer, il suffit de la greffer à un endroit où elle sera très bien vascularisée une fois mise en place, et le rein est très facile d'accès, et en plus comme il y a une capsule autour, en glissant les cellules sous la capsule, ça évite à toutes ces cellules de venir se disperser, mais de rester sous forme d'amas, et donc d'ensuite être récupéré, une fois qu'on sacrifie l'animal, d'être récupéré vraiment de manière compacte pour pouvoir être analysé. Donc on est venu greffer ces cellules,
Et on a attendu encore plusieurs semaines pour voir si les animaux qui étaient à la base hypothyroïdiens ont récupéré les niveaux d'expression en hormones thyroïdiennes. Donc la première chose qu'on a fait, lorsqu'on a sacrifié l'animal, c'est de regarder ce qu'on avait au niveau du rein. Et on s'est aperçu évidemment qu'on avait, voilà, ici vous avez la limite du rein, donc le rein est ici, et ici c'est la greffe. Et donc on voit très bien qu'on a un greffon qui s'est mis en place. On observe au sein de ce greffon des follicules thyroïdiens. On a pas mal de cellules stromales aussi qui se sont intercalées, probablement des cellules stromales qui ont été amenées lors de la greffe. Je vous rappelle que dans la boîte de Petri, on a aussi beaucoup de fibroblastes. Et petite parenthèse, mais chose très intéressante, on s'aperçoit que pour que la greffe prenne, que la greffe soit efficace, on ne doit pas se débarrasser de ces cellules stromales. Donc en gros, si on vient greffer quelque chose de trop pur, la greffe a énormément de difficultés à s'implanter. Elle ne s'implante que si on vient greffer cette population de fibroblastes, finalement, qui est née en même temps que les follicules dans la boîte de Petri, comme si on avait besoin de créer une niche favorable à la mise en place de la greffe. Donc une fois qu'on a détecté que nos greffons étaient en place, on a fait de l'immunohisto et de l'immunofluorescence pour détecter tout ce qu'il faut détecter, c'est-à-dire l'expression des marqueurs importants, et si possible l'expression d'hormones thyroïdiennes. Et ce que vous voyez ici, c'est la greffe par exemple, avec en pourpre l'expression de la thyroglobine au sein du follicule. Ici c'est une image intéressante parce qu'ici ce que vous voyez c'est la greffe, et ici ce que vous voyez c'est du tissu humain récupéré sur une thyroïde de patient. Vous voyez clairement la taille des différents des follicules, donc ce qui nous laisse à penser que ce qu'on a ici c'est l'équivalent d'une thyroïde fétale plus qu'une thyroïde adulte. Et donc peut-être qu'il faudra attendre plus longtemps pour récupérer le greffon, ou alors peut-être greffer des cellules qui ont été maintenues en culture plus tard. Lorsqu'on fait lorsqu'on mesure l'expression des marqueurs à la surface de ces thyrocytes et qu'on les compare au niveau d'expression chez une thyroïde humaine issue d'un sujet, on s'aperçoit que les niveaux d'expression sont à peu près équivalents. Donc on veut dire que les niveaux d'expression des gènes importants au sein d'une cellule thyroïdienne sont équivalents à ce qu'on retrouve chez l'humain. Alors ensuite, évidemment, est-ce que la question du est-ce que ces cellules vont mieux, est-ce qu'elles sont toujours hypothyroïdiennes ou pas? Et donc là, c'était la dernière expérience que nous avons fait. Donc ici, vous avez un CT scan fait sur des souris greffées. Donc ici, vous avez une souris qui n'a pas du tout été irradiée, etc. Donc vous voyez que lorsque, quelques jours avant de prélever la greffe, chez ces animaux, si on donne un peu d'iode radioactif à ces animaux, on s'aperçoit qu'on a une très belle captation au niveau de la thyroïde. Donc ici, un animal a une thyroïde, elle capte, et donc potentiellement, elle est capable de faire des hormones. Ici, si c'est un animal qui a été irradié au préalablement, chez qui on a donné des doses massives de radioactifs, ben, si on revient donner quelques petites doses radioactives avant avant de lever la thyroïde, avant de prélever le greffon, on s'aperçoit qu'on n'a rien au niveau de la thyroïde de l'animal. Donc la thyroïde est vraiment complètement détruite. Et ici, vous avez un animal qui a donc été irradié et greffé. Donc vous voyez que vous n'avez plus de captation au niveau de la thyroïde. Donc la thyroïde n'est plus fonctionnelle. Et par contre, vous avez une très belle captation ici au niveau du greffon qui a été fait sous la capsule rénale. Donc potentiellement, si cet animal-là a des hormones dans son sang, c'est qu'elles ont été produites par ce greffon et non pas par un résidu thyroïdien qui aurait pu échapper à l'irradiation. Et en fait, c'est ce qu'on a fait. Donc on a mesuré les différentes hormones thyroïdiennes, T3, T4. On a aussi réussi, grâce à la collaboration avec Centre Fetov à Chicago, à mesurer des taux de TSH. T3, T4, c'est très facile à doser parce que T3, T4, c'est une tyrosine avec un atome d'iode, donc n'importe quel kit peut le doser. TSH, c'est plus compliqué parce que les kits développés pour doser la TSH humaine ne croisent pas la TSH de souris, donc c'est compliqué à doser. Donc ici, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on récupère des taux extrêmement convaincants de T3. On récupère des taux de T4 aussi, même si visiblement, en laissant le greffon un peu plus longtemps, on aurait pu faire mieux. On a une corrélation inverse entre la TSH et le taux T4, c'est ce à quoi on s'attend. Si au plus dans la T4, on a la TSH produite,
et vice-versa, c'est la fameuse loupe, feedback loop entre la thyroïde et l'hypophyse qui permet de réguler ce taux d'expression non thyroïdienne. Et alors aussi, ce qu'on a mesuré, c'est une déiodinase au sein du foie, parce que finalement, c'était un des marqueurs qui montrait qu'on récupérait une fonction métabolique assez normale, c'est-à-dire que dans la mesure où on arrive à de nouveau à produire des hormones thyroïdiennes, on voit que le foie se remet à exprimer de la léolinase 1, qui est une des hormones qui va permettre de transformer l'hormone thyroïdienne en hormone thyroïdienne bioactive. Donc, il semblerait qu'un animal hypothyroïdien, si on lui greffe des cellules, des thyrocytes, des follicules thyroïdiens humains fabriqués in vitro à partir de cellules souches, arrive à récupérer complètement sa fonction thyroïdienne. Et donc, il nous semble qu'on a démontré que ce qu'on fabriquait était totalement fonctionnel. Donc, c'est là où nous en sommes à l'heure actuelle. Donc, maintenant, l'idée, c'est de décliner ce travail sous plusieurs axes. Alors évidemment, une des premières choses qu'on essaie de faire, c'est de vraiment mieux comprendre comment se mettre en place ces processus séquentiels de développement d'un follicule thyroïdien. On essaie aussi évidemment de reproduire au sein de certains gènes des mutations qui ont été identifiées chez des patients. Ça c'est assez facile par le système CRISPR-Cas9 d'introduire des mutations. Donc pour modéliser les pathologies. On a aussi des projets où on veut faire des études de cancer thyroïdien. Donc on a des follicules thyroïdiens in vitro où on pousse artificiellement l'expression de l'oncogène BRAF et on montre qu'on arrive à reproduire in vitro un phénotype de cancer papillaire. Et donc avec un phénotype in vitro de cancer thyroïdien, notre objectif évidemment c'est potentiellement de screener des molécules pour voir comment on pourrait venir corriger ce processus carcinogénique. Et on a un projet aussi où on a un projet européen où grâce à ces follicules fabriqués in vitro, on teste une batterie de disrupteurs endocriniens. Vous savez que c'est un des grands sujets à l'heure actuelle. Et donc mon groupe est impliqué dans la partie thyroïdienne, c'est-à-dire tester ces disrupteurs endocriniens sur la fonction thyroïdienne. Non seulement tester différentes molécules, mais aussi à différentes concentrations pour voir les concentrations auxquelles on commence à avoir des anomalies dans la fonction thyroïdienne. Et on a enfin une partie IPS, un peu comme Brigitte l'a montré auparavant, où on s'intéresse à des patients comme des hypothyroïdies congénitales, en particulier on a des matériels très précieux de patients monozygotes discordants, donc des patients pour lesquels un a une thyroïde et un n'en a pas, alors qu'ils sont monozygotiques. Et donc l'idée, ça serait de modéliser in vitro le développement thyroïdien à partir de ces outils-là, voir s'il y a une composante génétique cachée. Qu'est-ce que j'appelle une composante génétique cachée? C'est un patient monozygotique, c'est-à-dire qu'on connaît maintenant qu'avec les nouvelles technologies de séquençage, ou appelées nanopores, où on peut séquencer des longs fragments d'ADN, on montre que même chez des jumeaux monozygotiques, on a ce qu'on appelle des accumulations de nombre de copies qui peuvent varier à des stades très précoces du développement après le clivage de l'œuf. Donc on aimerait investiguer cette question-là, et si in vitro il s'avère que nos deux patients sont capables de faire une thyroïde, ça sous-entendrait qu'il y ait une composante qui est évidemment totalement non génétique et plutôt de l'ordre de l'épigénétique ou en biologie. Et sur ce, je veux simplement remercier tous les gens qui font le travail chez moi, Alexandra Zimerian, donc qui a fait quasiment tout le travail sur le modèle humain, et puis toutes ces personnes qui collaborent aux différents projets dans le laboratoire. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce magnifique travail de recherche et de reconstituer un peu l'embryologie et l'embryogenèse fonctionnelle de la thyroïde. Et puis toute la discussion, commentaires, questions. Oui, Brigitte. Au micro. Merci beaucoup pour cette magnifique présentation.
J'ai pas mal de questions parce qu'évidemment, ça se rapproche un peu de ce qu'on fait, même si l'organe est différent. Et la première question que j'avais, c'est au niveau du single cell RNA sec. Est-ce que vous avez pu comparer vos résultats à ce qui se passe dans des cellules embryonnaires en développement normal, on va dire issues de fœtus? D'abord, c'est évident, mais s'il n'y a pas, ces données n'existent pas. Donc il n'y a pas de single cell RNA sec de fœtus humain. Il y a à l'heure actuelle 2 single cell RNA sec de thyroïde humaine qui sont disponibles dans la banque de données, mais c'est du cancer, donc il faut trier là-dedans, savoir ce qui est encore bon. Donc c'est des données qui manquent. Et je crois qu'il y a une publication qui vient de paraître d'un groupe japonais ou chinois, je ne sais plus, où ils ont fait du single cell RNA sec d'embryons à des stades gestationnels différents, l'embryon total, le fœtus total, et on va essayer de fouiller là-dedans pour voir si on trouve 3-4 cellules thyroïdiennes qui pourraient donner une information, mais au sein de l'embryon entier, la probabilité de trouver quelques cellules thyroïdiennes est proche du néant. Mais c'est des données qu'on n'a pas encore. D'accord. J'ai d'autres questions, mais oui, donc le magnifique travail récent, il a été fait sur des cellules souches embryonnaires et pas des IPS. Est-ce que vous pensez, enfin pourquoi ce choix en fait? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que les cellules souches embryonnaires qu'on utilisait étaient extrêmement bien caractérisées, donc on avait quelque chose dont on savait que ça fonctionnait. Et que dans la mesure où on veut modéliser une pathologie, qu'on ne parle pas de thérapie, tout ce que tu veux, on peut se dire que l'outil est aussi bon que des IPS. L'autre, on va vouloir modéliser des situations chez les patients, on va basculer chez les IPS, bien évidemment. Et là, tu sais aussi bien que moi, c'est une pyramide inversée, c'est-à-dire que tu as un fibroblaste, tu dérives des clones, et pour te convaincre que ce que tu vois à la fin est bon, tu dois différencier au moins 5 clones. Donc 5 clones de patient A, 5 clones de patient B, tu te retrouves avec 10 clones différenciés pour te convaincre que ce que tu observes fait sens et que ce n'est pas juste un événement stochastique lié au reprogrammé. Donc ça, c'est des questions qui complexifient la question auquel on ne peut pas échapper sans travailler avec des IPS. Donc mon sentiment est qu'on a la chance en Belgique de pouvoir travailler avec des cellules souches embryonnaires, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de pays. Évidemment, ce sont des cellules souches qui sont déposées dans les banques de données, caractérisées, etc. Et donc, si, dans l'optique de modéliser en particulier des maladies monogéniques, je pense que c'est probablement l'outil idéal par rapport aux IPS. Je peux encore poser une question. Les organoïdes, j'ai pas bien vu, mais je compare un peu par rapport à ce qu'on fait nous. Ils ont l'air quand même exclusivement enrichis en cellules endodermales et par la suite en cellules thyroïdiennes ou bien... Non. Donc à peu près, ça varie de différenciation en différenciation. Tu sais très bien qu'il y a une animalité des variations. Mais on peut avoir avec 50%, 40-50% de cellules thyroïdiennes. Donc en fait, lorsqu'on arrive à... Si on prend le modèle humain, les cellules souches embryonnaires humaines n'aiment pas faire de l'endoderme. Donc heureux les ectodermistes. C'est par défaut. Parce que par défaut, on fait l'ectoderme. Moi, je veux faire de l'endoderme, donc je dois déjà faire une étape où je force ces cellules à faire de l'endoderme, d'où mon traitement lactinien, pour les obliger à avoir un maximum de cellules endodermes. Une fois que je forçais ces cellules à devenir de l'endoderme et que j'induis mes facteurs de transcription, j'ai une proportion extrêmement importante de cellules thyroïdiennes. Mais parmi tout ça, j'ai d'autres cellules. Effectivement, j'ai des cardiomyocytes, j'ai un peu quelques neurones, mais pas beaucoup. C'est vrai que j'ai surtout des cellules. Mais parce qu'il y a ce biais, mais je force les cellules à devenir de l'endoderme presque exclusivement avant d'induire l'expression de mes facteurs de transcription. Et puis, il me reste une certaine proportion de cellules qui ne sont pas les cellules thyroïdiennes. Mais, comme je disais, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a d'autres personnes qui essaient de faire de la thyroïde sur la planète. Je ne suis pas la seule. Et ils utilisent des techniques tout à fait différentes.
et une technique comme tu le fais toi, c'est-à-dire en jouant avec des différents composés, d'essayer d'orienter. Et lorsque tu fais ça, ce que tu as tendance à faire, surtout c'est du poumon, pas des cellules thyroïdiennes. Alors ils arrivent à faire un petit pourcentage de cellules thyroïdiennes avec des... Alors ils trient les progéniteurs par fax, et donc ça devient très pur, et ils essaient de les remettre en culture, ou ils essaient de les greffer. Et lorsqu'ils sont totalement purs, la situation collapse. Et alors, dernière question par rapport au greffe, parce que Knop m'a un peu titillé là-dessus, mais elle a tout à fait raison. J'ai pas bien compris à quel stade de l'organoïde. Moi, je fais sur des organoïdes matures, enfin, sur des molécules qui sont prêts, qui fonctionnent in vivo, et alors je les greffe sur la capsule à ce stade-là. Donc là, je les fais aussi à des stades plus précoces et à maturation continue, ça c'est vrai. Si tu les greffes un peu avant, elles sont quand même dans une situation qui sont optimales. C'est-à-dire que d'abord c'est vascularisé, donc probablement c'est 1000 fois mieux que dans le mode de Petri, et ça aide les cellules à maturer. Oui. Donc si tu les greffes avant maturation, ça peut permettre de promouvoir la maturation peut-être mieux que ce que tu pourras faire dans le mode de Petri, c'est sûr. Merci beaucoup. Alors, on a beaucoup de questions, donc pas de questions trop longues, ni de réponses trop longues. On a Cédric Blancpain qui est en ligne, on va se céder la parole. Bonjour Samuel, merci beaucoup pour ton excellent talk. J'ai deux petites questions pour toi. La première est un peu reliée à la dernière question de Brigitte, c'est-à-dire, est-ce que quand tu as greffé tes cellules thyroïdiennes humaines matures, on dirait que quelque part elles régressent un peu in vivo et quelque part elles deviennent un peu moins matures que ce qu'elles étaient in vitro. Est-ce que c'est possible que ce soit dû à l'absence de molécules trophiques murines qui ne signalent pas bien sur les cellules thyroïdiennes greffées? Oui, c'est une des raisons. Une deuxième raison, c'est que c'est probablement une raison majeure, tu as raison, mais une deuxième raison, c'est que donc je travaille sur des souris immunodéficientes pour pouvoir greffer les cellules humaines, et des souris immunodéficientes qui ont été irradiées, je peux te dire qu'elles ne vont pas bien du tout. Donc, au-delà des hypothyroïdiennes, elles sont aussi probablement très malades, quoi. Donc je veux dire, le fait elle n'est pas du tout être irradiée. Donc ce sont des souris qui sont d'une fragilité extrême, et donc je perds des souris au passage, probablement rien à voir avec ma greffe. Et donc tout ça fait que ça ne doit pas aider à ce que ça soit fait de manière optimale. Mais les facteurs trophiques, je suis d'accord avec toi, il y a probablement des facteurs trophiques murins qui ne sont pas totalement compétents pour permettre à ces cellules de s'implanter totalement. D'où l'intérêt de ce que je dis, c'est-à-dire de venir avec un greffon qui ne soit pas totalement pur et de ramener aussi un peu ces autres cellules qui sont apparues dans la boîte de Petri, en particulier, enfin tu sais, on a déjà discuté plusieurs fois, les carboniocytes dans notre boîte de Petri sont extraordinairement importants pour permettre à ces cellules thyroïdiennes de se former. Je n'ai pas les images, mais c'est sympa de voir que quand vous avez les follicules qui se forment et qui deviennent verts, ils sont toujours sur un matériel de carboniocytes qui battent comme ça. Et en fait, quand vous voyez les cellules bouger, vous avez les carboniocytes et dessus, vous avez toujours des petits follicules thyroïdiens. Donc, on a des arguments forts au niveau pour dire qu'il y a un signaling, par exemple, important à ce niveau-là. Donc, c'est vrai que je pense que la greffe apporte des choses, mais probablement qu'il y a aussi des choses qui manquent à ce moment-là. Ok, et une seconde petite question, si je peux. Est-ce que vous avez déjà essayé de prendre des IPS humaines issues de maladies des dysthyroïdies congénitales et par CRISPR-Cas9 de corriger l'anomalie génétique et de refaire, même in vitro, des cellules thyroïdiennes à partir de ce genre de cellules-là? Non, on n'a pas fait ça, mais on a ces outils-là. J'ai récupéré, donc j'ai une batterie maintenant du fibroblaste, certaines que j'ai déjà reprogrammées en IPS, de patients chez qui il y a une mutation clairement identifiée dans un gène et où on va corriger pour pouvoir faire ça avec ce type d'outil. Il faut voir que la plupart des fibroblastes que j'ai récupérés et des IPS que j'ai récupérés, ce sont des situations où aucune mutation n'a été identifiée dans des gènes connus, en tout cas en faisant des exomes. Il faudrait faire des
des whole genomes pour certaines, mais en tout cas, au niveau exonique, on n'a jamais identifié de mutation dans les gènes clairs. Et donc, il y a encore tout à faire à ce niveau-là, mais on travaille là-dessus, ça c'est sûr. J'aurai encore plein de questions, mais je vais laisser la parole aux autres. Merci beaucoup et encore félicitations. Merci Cédric. On a également Cécile Julier de Paris en ligne qui a été membre de notre compagnie récemment. Julier, vous avez... Oui, bonjour, j'étais vraiment très intéressée par les présentations du jour. Et puis, bon, c'était pas vraiment, vraiment très belle présentation, merci beaucoup. Et c'était pas vraiment une question que j'avais, mais c'était un peu pour apporter à la discussion. C'est vrai que nous travaillons sur des formes de diabète monogénique qui sont très souvent syndromiques. Et il se trouve que vous avez parlé de surdité. Et nos diabètes sont assez souvent associés à une surdité en même temps et également, ils peuvent être associés à des défauts de thyroïde et en fait, des anomalies de développement du thyroïde comme le gène GLIS3. Et en fait, c'est vrai que nos études permettent d'identifier de décrire, de trouver en fait des modèles humains de maladies comme ça, knockout mutés pour des gènes, et que vous faites un travail fantastique en fait pour modéliser ça dans des cellules, et c'est des travaux extrêmement compliqués et complémentaires à ce que nous identifions. Et en fait, je peux éventuellement, alors je ne sais pas si nous pouvons avoir accès aux patients aux mutations du matériel de nos patients GLIS3, mais c'est bien possible. Donc ça c'est. Justement, j'ai récupéré des fibroblastes de patients GLIS3 mutés. D'accord. Et c'est dans le pipeline de ce qu'on doit faire, mais bon, j'ai qu'une vie. Mais voilà, c'était juste pour dire que c'est vrai que nous avons... Mais j'ai récupéré des patients, des fibroblastes de patients GLIS3 mutés, effectivement, et on a fait aussi on a corrigé la mutation, et donc ça serait intéressant effectivement de voir si on arrive à faire une thyroïde à partir de cette mutation. Voilà, c'était pour vous dire qu'éventuellement, parfois, je peux avoir aussi du matériel de patients. Alors, ce n'est pas toujours le cas parce que nous travaillons aussi beaucoup dans des populations où ce genre de matériel ne peut pas être disponible, comme au Liban ou en Palestine. Mais en tout cas, merci beaucoup pour cette super présentation. Merci, Julie, on est très content qu'un membre correspondant étranger participe à nos activités, ça fait plaisir. C'était très intéressant, merci. On va revenir à Vincent Ganin après. Vincent ne t'oublie pas, mais on va céder la parole à notre vice-président, Stéphane Konstantinescu. Merci beaucoup pour cette magnifique présentation. J'ai une petite question. Est-ce que vous avez regardé à la surface de vos cellules qui sont transplantées? Est-ce qu'elles possèdent les antigènes de histocompatibilité 1 correctement? Parce que dans notre domaine hématopoïétique, on a eu des problèmes. Les cellules étaient fonctionnelles, mais elles n'étaient pas vues correctement par le système. Non, je n'ai pas testé ça. Je dois dire que j'hésite à mettre mon doigt dans l'immunologie. Et encore, je laisse soit Muriel de ces questions-là. Non, je n'ai pas fait, mais c'est une très bonne question, mais je n'ai pas testé ça. Une question assez semblable. Combien de temps vous avez regardé à long terme la fonction de la greffe chez la souris? Le fonctionnement de ce greffon? Bon, comme je l'ai dit, mon problème c'est les souris qui sont pas, elles sont déjà pas en super santé, quoi. Mais je crois qu'on a regardé, le plus loin qu'on a regardé, c'est 8 semaines, et après on les a sacrifiés, quoi. Parce qu'on avait un protocole éthique qui nous incitait à les sacrifier vu qu'elles n'étaient pas en super santé. Mais jusqu'à 8 semaines, il me semblait que ça fonctionnait normalement. Enfin, je n'en ai rien testé qui nous laissait penser que le greffon n'était pas fonctionnel. Donc il était en place, il avait une taille qui restait stable, parce que les thyroxines ne sont des cellules qui ne prolifèrent quasi pas. Donc une fois qu'elles sont là, on n'a plus de. C'est pas l'organe qui va grossir. Et donc ça fonctionnait, et j'ai fait des groupes de souris à différents stades, et je voyais la décale dedans, etc. Parce qu'on aurait pu craindre, disons, que certains facteurs de survie ne soient plus présents là où on est. Oui.
oui, ça, enfin, peut-être qu'on n'a pas regardé assez longtemps, hein, ça je suis d'accord avec toi, peut-être qu'il faudrait regarder à long terme. Peut-être Vincent Guénen, mais alors je voulais également signaler qu'on avait un autre correspondant étranger qui voulait poser une question tout à l'heure, Luc Buet, mais finalement il s'est résisté parce que la question était posée par la salle. Je vous le remercie également. Vincent, tu es toujours là? Oui, je suis là. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Ben voilà, je voulais également féliciter les trois présentateurs de ce matin. Les exposés étaient vraiment passionnants et remarquables. Et pour Sabine, j'ai une question très simple. J'aurais aimé savoir si ils étaient parvenus à identifier des cellules à calcitonine dans les organoïdes in vitro. Très bonne question qu'on me pose régulièrement. Mais non, enfin, je n'ai jamais vu de cellules C dans ma boîte de pétri. Bon, l'origine embryonnaire de ces cellules n'est pas hyper claire encore. Pendant longtemps, on a cru que ça dérivait des cellules non embryonnaires bivalentes. Ils s'en reconnaissent que ça dérive des cellules embryonnaires. Mais il faut toujours avoir en tête quand même que le fait qu'il y ait des cellules C au sein des cellules, au sein de la thyroïde, ça reste quand même quelque chose qui est une particularité des mammifères. Il y a beaucoup d'espèces où il y a une thyroïde avec des follicules et les cellules C sont dans un endroit qui est biologiquement tout à fait différent. Donc je veux dire, c'est pas parce qu'elles sont colocalisées, on va dire qu'elles ont des processus de développement qui sont liés, quoi. Donc nous, en tout cas, on ne l'a pas observé. Très bien, merci. On a terminé avec deux commentaires. Isabelle Salmon, pour commencer. Merci pour ce modèle magnifique qui me fait très très envie. J'ai envie de poser plein de questions sur le modèle. Je vais poser une question très courte, parce que j'ai eu des directives. Question de clinicien. Donc en anatomie pathologique, quand on a des métastases d'origine indéterminée, on utilise des marqueurs de différenciation. Oui. Alors pour la thyroïde, on n'a pas que suite, évidemment, TG, qui est un peu plus compliqué dans la technique. Mais alors on a TTF1. Et je ne l'ai pas vu TTF1, j'ai vu TTF3. TTF1, c'est une caliso.1. Maintenant, il s'appelle une caliso.1, TTF1. Et donc j'étais. Donc il est bien représenté. Oui. Et donc je rebondis sur la discussion que vous avez eue avec le poumon. Oui. Quelle est la coordination que vous avez comme approche du fait qu'il est exprimé par la cellule de cancer pulmonaire? Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que caliso.1, puisque maintenant c'est son petit nom moderne, on va dire. Je ne sais pas pourquoi on passe son temps à changer le nom des gènes. Caliso.1, TTF1, est un facteur de transcription qui est exprimé dans la thyroïde et dans le poumon. D'ailleurs, les patients qui ont une mutation en TTF1 ont une pathologie thyroïdienne et une pathologie pulmonaire. Et d'ailleurs, c'est souvent la pathologie pulmonaire qui nous amène à regarder la thyroïde. Donc il y a une origine, ce sont tous deux organes dérivés de l'endotherme, etc. Donc ce qui est intéressant dans notre modèle in vitro, c'est que lorsqu'on fait de la thyroïde, on a un protocole établi, on fabrique de la thyroïde. Et lorsqu'on a voulu optimiser cette différenciation, on a rajouté plein de composés dans le milieu, voir ce qui permettait de faire de la thyroïde en plus grande quantité, plus vite, etc. Et parmi tous les composés qu'on a testés, on a testé l'insuline. Et quand on met de l'insuline dans notre boîte de pétri, on ne fait plus de thyroïde, on fait du poumon. Donc on a le même protocole. On met l'insuline, on ne met pas d'insuline. Dans un cas, on fait de la thyroïde, dans un cas, on fait du poumon. Et donc maintenant, j'ai une étudiante qui travaille sur ce modèle pulmonaire. Ce qui est remarquable, c'est que, comme vous le savez, autant la thyroïde est un organe simple, autant le poumon, il y a 46 cellules différentes, donc on est dans un autre monde. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne fait pas qu'un certain type de cellules, par exemple, on ne fait pas que des cellules alvéolaires, on fait tous les types cellulaires, de la trachée jusqu'à l'alvéole. Donc on fait des cellules ciliées, on fait des cellules alvéolaires, on fait des cellules mucus, etc. Et on a même une structure qui ressemble à une bronchiole, etc. Donc c'est très intéressant de voir qu'il y a une origine embryonnaire commune, endotherme, NKX2.1 et certains signalines différents qui font qu'on part vers la thyroïde ou on part vers le poumon. Et donc les syndromes thyroïdiens, je ne sais pas comment on dit, pulmon-thyroïdien, thyroïdo-pulmonaire, sont tout à fait expliqués par le fait que certains gènes jouent un rôle important dans le développement des deux tissus.
Dernier commentaire par M. Georges Casimir, secrétaire perpétuel. Merci beaucoup pour votre magnifique exposé. Moi, j'avais une question qui rejoint un petit peu celle de Muriel relative à la durée de vie. On a montré que les organoïdes étaient un petit peu comme finalement une thyroïde fœtale par rapport à ce qu'on voit sur les images de thyroïde matures. Alors, c'est toute la question de cinétique, de processus de développement, de vitalité et de vieillissement. Donc, est-ce qu'on peut se dire que la structure de l'organoïde implique qu'on ne va jamais arriver à un processus de, je dirais, de maturité complète, à cause peut-être du fait que ce n'est pas un organe qui est in vivo? Et l'autre question, est-ce que bien sûr, j'ai bien compris que l'irradiation empêchait de voir l'évolution suffisante? Est-ce qu'on ne pourrait pas finalement implanter un organoïde dans une souris tout à fait normale, de façon à pouvoir alors répondre éventuellement à cette question-là? Absolument. Donc une option, ça serait éventuellement de greffer ça à des souris non gradées. On aurait juste la difficulté de discriminer la T4 venant de la thyroïde versus la T4 venant du greffon, puisque la T4 c'est la T4, quelle que soit l'espèce. Donc ça reste très compliqué. Par contre, ça permettrait effectivement d'analyser peut-être l'anatomie du greffon de manière plus efficace ou alors à plus long terme. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Pour ce qui est de la notion de tissus fétaux, c'est une très bonne remarque et c'est dommage que Brigitte soit partie parce que je ne sais pas trop ce qu'il en est pour les tissus sur lesquels elle travaille. Mais maintenant, c'est un consensus disant que tout ce qui est fabriqué in vitro dans une boîte de pétri s'apparente plus à un tissu fœtal qu'un tissu mature. C'est vrai pour la thyroïde dans mon cas, mais les gens qui travaillent sur le tube digestif, les autres organes, ça a quand même une signature fœtale. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut regarder beaucoup plus longtemps, avec cette fameuse histoire d'horloge biologique qui est maintenue au sein d'une cellule, il faut regarder des mois pour arriver à... Ou alors est-ce qu'il manque quelque chose, ça on ne sait pas, mais c'est un constat général qui fait qu'on est plus dans une signature d'un organe fœtal que dans un organe adulte, c'est clair. Et on vous remercie chaleureusement pour votre brillant exposé.